Madame Françoise s'est réveillée à 5h47 du matin, elle a tendu la main pour secouer doucement Monsieur Georges, comme elle le faisait chaque jour depuis ses 38 ans de mariage, mais son épaule était froide. Le rapport médical a dit « mort subite cardiaque pendant le sommeil ». Et la famille a répété cette phrase que toute la France répète dans ces moments-là. Au moins, il est parti en paix, dans son sommeil, il n'a rien senti. Pas toujours. Pas toujours, mes amis, parce que mourir en dormant ne signifie pas automatiquement mourir en paix. Parfois, cela signifie quelque chose de bien plus difficile. Le corps avertissait depuis des mois et personne ne l'avait remarqué. Toutes les 6 minutes, ici en France, une personne meurt d'une cause cardiovasculaire. Et une grande partie de ces morts arrivent chez des personnes qui n'avaient jamais eu de problème auparavant. Des gens en bonne santé, des gens actifs, des gens ordinaires, des gens qui dorment à côté de vous. Et maintenant, voici la partie que presque personne ne dit. L'heure où le plus de gens meurent du cœur, c'est justement la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. C'est-à-dire que pour beaucoup de cœurs, la nuit n'est pas l'heure de la paix, c'est l'heure de la vérité. En 38 ans de mariage, Madame Françoise a décrit son mari avec 7 détails apparemment inoffensifs. Mais ce n'étaient pas des détails. Chaque détail était un signe, chaque signe devenait une habitude, et chaque habitude ouvrait en silence une porte vers la tragédie. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces 7 signes, dans l'ordre exact où ils sont apparus dans la vie de Monsieur Georges. Et le dernier, le numéro 1, était là dans son armoire à médicaments, et il est peut-être dans la vôtre aussi. Si cette vidéo a déjà allumé une alerte en vous, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ce membre de la famille qui ronfle, qui dort mal, qui prend plusieurs médicaments et qui dit toujours « ce n'est rien ». Parce que cette information peut sauver une vie, au moins une vie, sans exagérer. Et dites-moi ici en bas, vous connaissez quelqu'un qui est mort en dormant? De quelle région de France ou du monde? Écrivez en dessous. Alors, maintenant faites bien attention. Voici l'histoire de Monsieur Georges. Habitude 7. Dîner tard et en excès. Madame Françoise a raconté les yeux humides. Docteur, il rentrait du travail fatigué, prenait sa douche et allait directement à table. 9h, 9h30, parfois 10h du soir et il mangeait bien. Il aimait la bonne cuisine. Monsieur Georges n'était pas obèse. C'était l'homme fort typique. 90 kilos, ventre rond, l'air de quelqu'un qui profite de la vie. Mais la taille de son assiette, combinée à l'heure du repas, jouait contre lui. Pensez au sodium qu'il consommait chaque soir. Du fromage, de la charcuterie, du pain de campagne bien salé, une bonne tranche de pâté. Des aliments que nous aimons tous ici en France, mais ce sodium agit comme une éponge à l'intérieur de vos vaisseaux. Et cette éponge retient l'eau. Le soir, quand vous vous allongez, une partie de ce volume revient vers la circulation centrale. Et là, il se passe le contraire de ce qui devrait se passer. Le cœur, qui devrait entrer en mode repos, en mode récupération, est obligé de travailler davantage. Répétez cela pendant des années et vous surchargez les reins, vous perturbez justement la baisse nocturne de la pression artérielle. C'est-à-dire que ce qui semblait être juste un dîner tardif devient un cauchemar quand il est répété silencieusement, nuit après nuit, pendant des années. Et voici quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement. Après 65 ans, le corps digère plus lentement. Le système digestif travaille moins vite. Alors, un repas copieux le soir, à 9 ou 10 heures, oblige le cœur à rester actif pendant que vous essayez de dormir. Le sang va vers l'estomac, la pression monte légèrement et le sommeil profond n'arrive pas vraiment. Vous vous endormez, oui. Mais votre cœur, lui, ne se repose pas vraiment. Conseil pratique, dînez au moins 3 heures avant de vous coucher. Si la faim revient après, une petite compote de pommes, un yaourt nature, quelques noix. Et regardez l'étiquette, au-dessus de 400 mg de sodium par portion, il faut faire attention. Mais Monsieur Georges avait une autre habitude. Celle-ci semblait innocente. Elle semblait seulement. Habitude 6, alcool mélangé avec antidépresseurs et somnifères. Madame Françoise a continué. Georges avait de l'anxiété depuis de nombreuses années, docteur. Il prenait un antidépresseur. Et, il y a environ 2 ans, le médecin lui avait aussi prescrit un médicament pour dormir. Et, de temps en temps, quand il dînait, il prenait une petite bière, un demi-verre de vin, rien de plus. Rien de plus. Gardez bien cette phrase, parce que c'est l'une des phrases les plus dangereuses de la nuit. L'alcool, quand il s'ajoute à des médicaments qui dépriment le système nerveux central, peut aggraver considérablement l'effondrement de la gorge pendant le sommeil. Imaginez un tuyau de jardin. L'air passe librement. Maintenant, imaginez quelqu'un qui écrase ce tuyau plusieurs fois par minute. Résultat, des chutes soudaines d'oxygène, un sommeil plus mauvais, des décharges d'adrénaline au milieu de la nuit et une augmentation du risque d'arythmie nocturne.
Et voici une alerte que presque personne ne fait clairement. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, anciennes antihistaminiques peuvent s'additionner en effet sédatifs. Donc, si vous utilisez l'un de ces médicaments, l'alcool n'est plus seulement une boisson. Il peut devenir un amplificateur. Et pour nos amis de plus de 65 ans, il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Avec l'âge, le foie élimine l'alcool plus lentement. Ce qui était un demi-verre à 50 ans devient l'équivalent d'un verre plein à 70 ans. Le corps vieillit, et ce qui semblait raisonnable avant ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Conseil pratique, si vous utilisez un médicament qui donne sommeil, évitez de le mélanger avec de l'alcool. Notez tous les médicaments que vous prenez et amenez cette liste à votre médecin avec cette question précise. Lesquels de ces médicaments interagissent entre eux? Habitude 5. Se réveiller plusieurs fois pour uriner la nuit. Il se réveillait 2, 3, 4 fois chaque nuit pour aller aux toilettes. Il pensait, c'est la prostate. Il était déjà allé voir un urologue, il pensait que c'était normal, une chose de l'âge. Ce n'était pas normal, ce n'est pas normal. Et ce n'était peut-être pas seulement la prostate. Le nom technique de cela est la nicturie. Chez les hommes de plus de 50 ans, surtout quand cela vient avec des gonflements aux pieds en fin d'après-midi, cela peut être l'un des premiers signes d'une insuffisance cardiaque cachée. Pendant la journée, vos pieds fonctionnent comme un réservoir à cause de la gravité. Le liquide s'y accumule. Quand vous vous allongez, ce volume retourne vers la circulation. Un cœur en bonne santé supporte généralement cela. Un cœur fatigué, non. Et alors les reins essaient de compenser. Résultat, 2, 3, 4 allées aux toilettes chaque nuit. Et voici le grand principe de cette vidéo. Le corps avertit. Presque toujours, il avertit. Le problème, c'est que nous traduisons mal ces signaux. C'est l'âge, c'est la prostate, c'est la fatigue, c'est le reflux, c'est le stress. Et on repousse, on normalise, on laisse passer, jusqu'au jour où la facture arrive. L'insuffisance cardiaque est encore sous-diagnostiquée chez de nombreuses personnes âgées en France, et des examens comme le BNP ou le NT-proBNP peuvent aider à détecter des signes avant que les symptômes les plus graves n'apparaissent. Signes d'alerte, se réveiller 2 fois ou plus pour uriner, gonflement des pieds en fin d'après-midi, essoufflement en position allongée, fatigue disproportionnée à l'effort. Si 2 ou plus de ces signes apparaissent chez vous, ne consultez pas seulement un urologue, consultez aussi un cardiologue. Passons maintenant au point 4, parce que là entre l'un des tueurs les plus silencieux de tous. Habitude 4. Hypertension non contrôlée et absence de bilan de santé. C'est peut-être l'une des plus dangereuses de toutes. Monsieur Georges avait de l'hypertension, mais il se sentait bien. La dernière fois qu'il avait mesuré sa tension remontait à plus d'1 an. Il disait, « Françoise, je suis solide. Mon père est mort à 89 ans. » Et voilà Monsieur Georges qui se répète en millions d'histoires à travers toute la France. L'homme qui travaille, l'homme qui encaisse, l'homme qui ne se plaint pas, l'homme qui évite le médecin, l'homme qui dit « je ne sens rien, tout va bien ». Mais la cardiologie répète cela depuis des décennies. L'hypertension ne fait pas mal, elle ne prévient pas, elle tue en silence. Vous emmenez votre voiture à la révision, n'est-ce pas? Tous les 10 000 kilomètres, vous l'emmenez. Alors pourquoi tant de gens n'emmènent-ils pas leur propre corps à la révision? Votre cœur va battre des milliards de fois au cours de votre vie, 100 000 fois par jour. Il mérite au minimum une révision par an. Et voici quelque chose d'important pour ceux qui ont plus de 65 ans. Avec l'âge, les artères perdent naturellement de leur élasticité. Elles deviennent un peu plus rigides. C'est normal. Mais si en plus la pression artérielle n'est pas surveillée, si en plus on ne mesure jamais, alors cette rigidité s'accélère. Les plaques se forment, le cœur s'épaissit. Et tout cela, sans douleur, sans bruit, sans signe visible. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, dans chaque ville de France, il existe des pharmacies où vous pouvez mesurer votre tension gratuitement. Cela prend 3 minutes. 3 minutes qui peuvent changer tout. Conseil pratique. Ayez un appareil à tension à la maison, mesurez au moins 2 fois par semaine. Faites un bilan annuel. Électrocardiogramme, échocardiogramme, Doppler des carotides, bilan lipidique. En cas d'antécédents familiaux importants, parlez du score calcique à votre médecin. Chez les hommes de plus de 45 ans, un suivi cardiologique régulier est très précieux. Je le fais moi-même. Et vous? Mais Monsieur Georges avait un détail que Madame Françoise a raconté presque en riant, comme si c'était une blague de famille. Et c'est justement là que le danger était caché. Habitude 3. Ronflement fort et fréquent, respiration par la bouche. Bouche ouverte, n'est-ce pas, docteur? Il ronflait comme un tracteur. Le chat sautait du lit et allait dormir dans le couloir. On pouvait l'entendre de l'autre bout de la maison.
Toute la famille plaisantait avec ça. Et c'est exactement ce que presque tout le monde fait. Le ronflement devient une blague, un surnom, une anecdote de famille. Mais le ronflement n'est pas une blague. Un ronflement fort et fréquent est souvent le son d'une voix aérienne qui s'effondre partiellement. Et il y a un détail que peu de gens connaissent. La respiration nasale participe à des mécanismes importants de la physiologie du sommeil, notamment la dynamique de l'oxyde nitrique, une molécule qui aide le fonctionnement vasculaire et respiratoire. Quand on passe la nuit à respirer par la bouche, une partie de cette efficacité se perd. Dormir la bouche ouverte n'est pas seulement une question d'esthétique ou de confort, c'est le signe que quelque chose ne va peut-être pas sur le chemin de l'air. Et quand le chemin de l'air va mal, le sommeil va mal. Quand le sommeil va mal, le système cardiovasculaire le ressent. Signe d'alerte, bouche sèche au réveil, beaucoup de bave sur l'oreiller, ronflement fort et fréquent, fatigue même après 8 heures de sommeil. Conseil pratique, consultez un ORL. Il peut y avoir une déviation de la cloison nasale, une rhinite chronique ou une autre obstruction. Dormir sur le côté aide. Dans certains cas, le CPAP change complètement la qualité du sommeil et réduit le risque cardiovasculaire. Mais le ronflement de M. Georges n'était pas le problème principal. Le ronflement n'était que le bruit. Ce qui se passait à l'intérieur de lui était bien pire. Habitude 2. Apnée obstructive du sommeil non traitée. Docteur, parfois il restait quelques secondes sans respirer. Je le secouais, je lui faisais peur et il reprenait. Certain saknosas insane. Elle décrivait, sans le savoir, une apnée obstructive du sommeil et probablement sévère. Dans l'apnée, la voie aérienne s'effondre des dizaines, parfois des centaines de fois par nuit. À chaque effondrement, l'oxygène chute, le cerveau entre en alerte, le cœur reçoit une décharge d'adrénaline, la pression monte, le système inflammatoire se met en action et parfois vous vous réveillez la nuit. Vous souvenez-vous qu'il se réveillait plusieurs fois? Pensez-y maintenant. Une pause respiratoire isolée n'est déjà pas bonne. Mais quand cela arrive encore et encore et encore chaque nuit, c'est ce que fait l'apnée sévère. Elle agresse le système cardiovasculaire pendant que l'on croit être juste en train de mal dormir. Des études importantes montrent que l'apnée obstructive sévère non traitée est associée à une augmentation significative du risque de mort subite cardiovasculaire pendant la nuit. Une publication classique a montré que traiter l'apnée avec le CPAP réduit les événements cardiovasculaires fatals par rapport à ceux qui ne se traitent pas. Et voici quelque chose de particulièrement important pour les personnes de plus de 65 ans. Avec l'âge, les muscles de la gorge perdent naturellement de leur tonus. Cela signifie que l'apnée devient plus fréquente et plus sévère après 65 ans. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité qu'on peut traiter. Beaucoup de personnes âgées pensent que mal dormir fait partie du vieillissement normal. Ce n'est pas vrai. Un mauvais sommeil chronique n'est pas normal à n'importe quel âge, signe qui augmente beaucoup la suspicion d'apnée. Ronflement fort avec pauses respiratoires observées, somnolence intense pendant la journée, hypertension difficile à contrôler, fibrillation auriculaire sans cause claire, maux de tête au réveil. Conseil pratique. Demandez à votre médecin le questionnaire Stop Bang. Si vous obtenez un score élevé, parlez de la polysomnographie et si nécessaire, traitez. Parce que le CPAP peut complètement changer la trajectoire de risque de cette personne. Et maintenant, nous arrivons au numéro 1. Et ici, je veux que vous fassiez très attention, parce que ce point fait peur justement parce qu'il est commun. Habitude 1. Médicaments qui peuvent prolonger l'intervalle QT et canalopathie silencieuse. J'ai demandé à Madame Françoise de lister les médicaments de Monsieur Georges. En réalité, elle a apporté le sac, a tout versé sur la table, et j'ai trouvé là une combinaison qui, prise séparément, n'aurait peut-être pas attiré autant l'attention. Mais quand vous assemblez pièce par pièce, le tableau change. Il y avait du citalopram en dose élevée depuis des années, du zolpidem depuis 2 ans, de l'oméprazole en usage continu, un antibiotique récent pour un traitement dentaire, un médicament contre les nausées et le reflux utilisé de temps en temps. Et voici une information que beaucoup de gens n'ont jamais entendue. Certains médicaments courants peuvent prolonger l'intervalle QT, surtout à certaines doses, dans certaines combinaisons et chez certaines personnes prédisposées. L'intervalle QT, pour simplifier, c'est le temps que met le cœur à se recharger électriquement entre un battement et l'autre. Quand ce temps se prolonge trop, dans certains contextes, cela peut ouvrir la porte à des arythmies graves. Les médicaments qui méritent plus d'attention incluent certains antibiotiques, comme l'azithromycine et la clarithromycine, certains médicaments contre les vomissements, certains antidépresseurs en dose élevée, certains antipsychotiques, certains antiarythmiques, et d'autres médicaments enokos azani indi asia azikanemi emi
selon la personne? Et voici quelque chose de crucial pour les personnes de plus de 65 ans en France. Beaucoup de nos patients âgés prennent 4, 5, 6 médicaments différents chaque jour. C'est ce qu'on appelle la polymédication. Et ce n'est pas un jugement. C'est souvent nécessaire. Mais cela signifie aussi que les interactions entre ces médicaments deviennent plus complexes avec l'âge. Le rein filtre moins vite. Le foie élimine moins vite. Ce qui est une dose normale à 40 ans peut être une dose trop forte à 75 ans. Mais maintenant, voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Calmez-vous. Cela ne signifie pas que ceux qui prennent ces médicaments sont en danger immédiat. Ce n'est pas ça. Vous ne devez pas arrêter un médicament par vous-même. Cela ne signifie pas que tout le monde aura un problème cardiaque. Ce n'est pas ça. Le risque apparaît généralement quand il y a une combinaison de facteurs. Dose, interaction médicamenteuse, prédisposition génétique, apnée du sommeil. C'est la somme des pièces qui allume l'alerte. Ce n'est pas un message pour créer la panique. C'est un message pour créer de la conscience. Et il existe encore une couche que presque personne n'explore, les canalopathies silencieuses. Par exemple, le syndrome du QT long congénital, le syndrome de Brugada et d'autres anomalies électriques rares, mais potentiellement graves. Certaines personnes passent leur vie entière sans savoir qu'elles portent cela. Et parfois, le premier signe est un événement soudain, une mort subite. Madame Françoise m'a demandé, les yeux pleins de larmes, « Docteur, vous pensez qu'il avait quelque chose au cœur que personne ne savait ?» Et j'ai répondu avec l'honnêteté que la situation exigeait, très probablement oui. Peut-être une combinaison d'apnée du sommeil, de médicaments, d'une prédisposition génétique, d'une obstruction grave dans le cœur, tout cela additionné. Signaux rouges dans la famille, mort subite d'un membre de la famille de moins de 50 ans, évanouissement sans explication, convulsions qui n'ont jamais été bien élucidées, palpitations importantes, surtout au repos ou la nuit. Que faire aujourd'hui? Faites un électrocardiogramme simple. Si des antécédents familiaux suspects existent, parlez du Holter et de l'échocardiogramme à votre médecin. Avant de commencer un antibiotique, un antidépresseur ou un antiémétique nouveau, demandez « Ce médicament peut-il interagir avec ce que je prends déjà? » Et apportez la liste complète de vos médicaments à chaque consultation, chaque fois, sans exception. Alors, ce soir, notez ceci. Dînez plus tôt, au moins 3 heures avant de dormir. Ne mélangez pas l'alcool avec un médicament qui donne sommeil. Observez si vous ronflez ou si vous arrêtez de respirer pendant la nuit. Voyez si vous vous réveillez plusieurs fois pour uriner. Séparez vos médicaments et revoyez tout avec votre médecin. Si vous ronflez, essayez de dormir sur le côté pendant que vous investiguez. Prenez rendez-vous pour une évaluation cardiologique si vous avez des signes d'alerte. Et faites un électrocardiogramme cette année. Simple, rapide et dans certains cas, décisif. Madame Françoise a perdu Monsieur Georges une nuit de février et il existe peut-être une question qu'elle portera pour le reste de sa vie. Et si j'avais remarqué? Vous n'avez pas besoin d'en arriver là. C'est pourquoi je veux vous laisser 4 messages finaux. Premier message. Le cœur prévient presque toujours. Ronflement, nicturie, fatigue, gonflement, évanouissement, palpitation. Rien de tout cela ne doit être traité automatiquement comme normal. Deuxième message. Les 7 habitudes que je vous ai montrées aujourd'hui sont, en grande partie, modifiables. Le dîner tardif, la boisson, le bilan de santé, la révision des médicaments, l'investigation du ronflement, le traitement de l'apnée. Rien de tout cela n'est une fatalité. Troisième message, découvrir tôt change tout. Un électrocardiogramme peut sauver. Une polysomnographie peut révéler une apnée obstructive grave. Une mesure de tension à la maison peut éviter des années de dommages silencieux. Quatrième message, cette vidéo a un seul objectif. Éviter que l'histoire de Monsieur Georges n'arrive à vous ou à ceux que vous aimez. Maintenant, si vous voulez savoir quels sont les médicaments qui nuisent à votre cœur ou les médicaments qui augmentent votre risque d'infarctus après 60 ans, cliquez ici. Je m'appelle Dr Camille Rousseau et merci d'être sur cette chaîne dédiée à votre santé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. Eraka Esen Sampa, Dessin, Dessin Sampa et à la prochaine.